bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles soutenu depuis cette année par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Je m'appelle Estelle, je suis passionnée par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris. Je suis d'ailleurs persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu. En tant qu'amoureux des chiens, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant mais comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées ? Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. Aujourd'hui, je vous présente Marine qui est accompagnée par Odor, son chien guide de la fondation Frédéric Gaillan. Malvoyante de naissance, Marine a toujours connu les chiens guides d'aveugles sans pour autant projeter d'en avoir un à ses côtés, ayant fait la majorité de sa scolarité dans des établissements adaptés. Mais le retour dans un enseignement classique et sa confrontation au regard des autres en se guidant à la canne la font changer d'avis immédiatement. Et si elle aussi, même encore toute jeune, avait un chien guide. De son déclic dans le bus à sa vie en autonomie avec Odor. Aujourd'hui, Marine revient sur les différentes étapes de réflexion qui lui ont permis d'être autonome dans sa vie étudiante. Elle nous raconte aussi comment sa vie et celle d'Odor ont changé dernièrement, ayant pris son indépendance et emménagé avec son copain qu'il a fallu également intégrer à leur équilibre. Quelques soucis de son se sont glissés dans l'épisode, mais j'espère qu'ils ne gâcheront aucunement cette belle histoire. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Marine. Bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Futur Chien Guide. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Je m'appelle Marine, j'ai 18 ans et je suis actuellement en BTS Communication, donc à Cambrai, dans le nord de la France, près de Lille. Et du coup, si on se connaît, ça fait un moment en fait qu'on échange sur les réseaux sociaux. Tu navigues aussi dans l'univers des chiens guides d'aveugles. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, sur ta cécité et puis sur comment tu en es arrivée à rentrer dans ce merveilleux monde des chiens guides d'aveugles ? Mon handicap visuel, c'est de naissance. D'accord. On l'a pris à 4 mois, à peu près 4-6 mois, parce qu'en fait, ma mère a remarqué que je la suivais pas du regard, et puis elle trouvait du coup pas ça normal. Et elle a été voir un médecin qui l'a redirigée vers un spécialiste et qui ont dit que j'avais une hypertrophie des nerfs optiques. Pour que l'œil voit bien, il faut que le nerf soit rond et soit gonflé pour que l'information passe correctement. Et le mien est plat et donc l'information passe très peu. Au début, les médecins lui avaient dit que je ne verrais jamais de ma vie. D'accord. Ma mère, elle a été super détruite. Ça a été très dur pour elle de se remettre un peu de tout ça parce que j'étais sa première et pour elle, c'était pas un bonheur qui se détruit, mais ça impliquait un changement. Et puis, elle pensait un peu que c'était de sa faute, alors qu'on a fait des tests, c'est pas génétique, c'est une malformation. Donc, c'est le hasard qui a fait les choses comme ça. Ouais, c'est ça. J'ai grandi avec ça et on a remarqué que ma vision augmentait. En fait, mon œil gauche commençait à percevoir des lumières, des formes, des couleurs. Donc, c'était super rassurant. C'était déjà un bon bilan. Donc, j'avais un peu de mal à me développer comme tous les enfants atteints de cécité. C'est un peu compliqué. On n'a pas le repère visuel. On peut pas, du coup, copier sur nos parents. On est obligé d'un peu d'apprendre par nous-mêmes et puis de s'adapter. C'était à mes 3 ans où j'ai commencé à avoir un pic de développement parce qu'en fait, ma mère a décidé de prendre un chien. C'était un labrador sable, il s'appelait Biscotte. Et en fait, mine de rien, même si c'était pas un chien d'éveil, il a fait ce rôle entre guillemets pendant 3 ans. Ça a été l'un des plus gros changements de ma vie. C'est ce qui m'a aidé vraiment à mon développement. Il était toujours là à côté de moi pour m'aider à marcher. Il restait là, il était debout. Il attendait que je m'appuie sur lui, puis il marchait au même rythme que moi. Il dormait à côté de moi. C'était un superbe chien. Il a vraiment aidé à mon développement. Du coup, de tes 3 à tes 6 ans, tu étais accompagnée de Biscotte, qui de fait était un chien de compagnie, pas un chien d'une association spécifique, mais qui a eu auprès de toi le rôle, comme tu dis, d'un chien d'éveil. C'est ça en fait, même si c'était pas son rôle principal, mais j'ai plutôt 4-5 ans, je crois à peu près. En fait, à ce moment-là, on était à La Réunion. C'était la terre natale de mon père. Et mes parents se sont séparés. Du coup, ma mère a dû rentrer sans Biscotte parce qu'avec l'avion, etc., ça aurait été trop compliqué. Du coup, on l'a confié à une famille directement à La Réunion. Enfin, il a coulé ses meilleurs jours. J'ai eu des nouvelles régulièrement. Tout va bien. Il a vraiment vécu une belle vie. C'était un très bon chien.
Et à ton retour du coup en France avec ta mère, comment vous avez géré du coup Biscotte était plus à tes côtés. Est-ce que tu as des souvenirs de cette différence, j'imagine? Oui, oui, oui. Je me sentais plus seule parce que c'est vrai que en maternelle, c'était un peu compliqué de se faire des amis parce que Mhm. les enfants, voilà, ça a toujours été compliqué quand il y avait une différence. Mais j'avais mon petit frère avec moi. C'était devenu mon deuxième meilleur ami, du coup. Et je restais beaucoup avec lui. Enfin, on a vraiment une relation fusionnelle. Et lui, pour lui, la vision que j'avais, bah, c'était normal. À ses yeux, c'était comme tout le monde. Et puis, il s'adaptait. Il se posait même pas, en fait, la question. Il a quel âge par rapport à toi, ton petit frère? Il a 3 ans de moins. Donc, il a grandi avec ça. Du coup, dans ma nouvelle école de maternelle, où ça s'est assez bien passé, je me suis fait déjà plus d'amis, ce qui était un point positif. Mhm. L'enseignante que j'avais adaptait vraiment ses cours et me faisait participer un maximum. Donc, c'était vraiment une très belle année. Donc, ensuite, ma mère a rencontré mon beau-père qui, lui aussi, a dû s'adapter un peu au handicap. Il appréhendait un peu, justement, le handicap. Mais s'il savait pas comment s'y prendre, Mhm. il se posait beaucoup de questions. C'était compliqué pour lui. Mais au final, on s'en est plutôt bien sorti parce que c'est lui qui m'a appris à faire du vélo toute seule. Donc, il a pas Mhm. relâché. Il s'est beaucoup donné, en fait, pour que je sois comme les autres et puis que je puisse faire comme tout le monde. Même quand on jouait à des jeux dehors, il s'adaptait. Admettons, quand on jouait à la pétanque tous ensemble, en fait, il se mettait devant le cochonnet pour que je lance la boule. Pour après, bah, bien sûr, il se recule parce que on sait jamais. Enfin, vraiment, il donnait de sa personne et encore au jour d'aujourd'hui, il donne encore de sa personne pour vraiment m'accompagner un maximum, quoi. Finalement, il s'est adapté, il a eu ce rôle-là auprès de toi aussi, de t'apprendre plein de choses, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et puis, ça me faisait du bien aussi qu'il soit à mes côtés parce que j'avais pas de... Enfin, mon père, c'était un peu compliqué. Lui, a eu énormément de mal à l'assumer. Enfin, pour lui, vraiment, c'est une défaite un peu, si on peut dire ça comme ça, d'avoir sa fille qui est atteinte de ça. Il a vraiment mal pris. Ouais, il l'a vécu comme un échec, en fait. Oui, c'est ça. Donc, pendant toutes mes années de primaire, il y a eu des moments où c'était compliqué. Il y a eu des années où vraiment ça allait pas du tout parce que j'étais vraiment pas intégrée à la classe et les professeurs, ce qu'ils faisaient en fait, c'est qu'ils disaient dans un cours de récréation, en fait, ils choisissent deux personnes au hasard et ils disent, bah, tu restes avec elles pendant tout le long de la récréation, mais ça sert à rien parce que bah, ils me parlent pas, j'ai pas d'interaction, je suis quand même tout seul. Le but, c'est de créer un peu des liens. Enfin, ça a été vraiment compliqué au niveau de l'enseignement aussi en primaire, Mhm. mais je m'en suis sortie quand même. Et mes parents ont pris la décision au collège de me faire rentrer dans une école spécialisée, D'accord. à l'ERDV, l'école régionale pour déficients visuels à Los. J'y suis restée 4 ans, toute mon année de collège, et ça a été bien et pas bien en même temps, parce que je partais du coup à l'internat la semaine. J'ai appris Ouais. déjà à être autonome, à faire ma valise, enfin vraiment à choisir mes vêtements. C'était vraiment... Ma mère m'a beaucoup laissé d'autonomie, parce qu'elle voulait pas que je sois entre guillemets assistée. Elle a dit, tu Mhm. peux te débrouiller toute seule. On est là, mais tu peux y arriver. Le plus dur, je pense que ça a été le déchirement avec mes parents, parce que le week-end, je me sentais pas trop à ma place. Enfin, j'ai eu vraiment beaucoup de mal quand la semaine je partais à l'école et le week-end je rentrais chez moi. C'est pour ça que du coup, en troisième, j'avais pris la décision de revenir chez moi et de pas continuer dans un enseignement spécialisé, mais de retourner dans un cadre entre guillemets classique. Mhm. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre la canne blanche, parce que en fait, au collège, l'inconvénient de l'école spécialisée, c'est qu'on est trop accompagné et en fait, une fois qu'on se retrouve tout seul, c'est très compliqué. Donc, j'utilisais pas ma canne vu que j'avais toujours quelqu'un qui me tenait au bras. Mhm. Je savais qu'en seconde, j'en aurais besoin et j'ai dû apprendre à l'utiliser, à l'apprivoiser, ce qui a été compliqué. Mhm. À mon entrée en seconde, je l'avais et puis quand j'ai vu le regard des gens, ça m'a bloqué. J'ai eu beaucoup de mal. C'était un peu un regard, enfin parce que du coup tu rentrais dans un lycée d'enseignement classique comme tu dis, et ça faisait l'originalité, mais les gens étaient plus, enfin et puis au lycée on n'est pas encore tout à fait tous Oui, très intelligents socialement dans notre tête, on va dire, enfin au collège aussi, mais du coup là le collège, à part la troisième, vous étiez vraiment entre vous, donc tu avais pas ressenti la différence, je pense. oui, c'est ça. Et là la seconde, ça, tu t'es pris un peu ça en pleine face avec l'utilisation de la canne blanche quoi. Les gens me regardaient un peu, enfin, je sais pas comment ils me regardaient, mais je sentais que, bon,
Je me suis pas fait trop d'amis non plus. La seconde, ça a été, je pense, l'une de mes pires années. Mais il y a eu quand même du positif dans tout ça. En fait, en troisième, dans mon école, pour entrer dans le vif du sujet, il y avait un élève qui avait un chien guide, donc de la fondation. Donc de la Fondation Frédéric Gaillan. C'est ça. Je me posais pas plus de questions. En fait, je connaissais l'existence des chiens guides, mais c'est pas en fait mon objectif premier. Pour moi, j'en avais pas la nécessité en fait. Qu'est-ce qui expliquait ton point de vue à l'époque sur le fait que tu n'avais pas besoin forcément d'un chien guide? C'est parce que tu te sentais assez autonome, assez encadré ou... Je pense que le fait d'être trop encadrée, en fait, je me rendais pas compte forcément de la réalité. J'étais enfermée, entre guillemets, dans une bulle où, bah voilà, je serais tout le temps aidée, tout le temps quelqu'un qui me tiendra le bras, etc. Alors que, ben, non. Et je me suis pris un peu une claque quand je suis rentrée en seconde. En fait, il n'y a pas eu de transition entre les deux. Donc, j'ai pas pu m'en rendre compte, en fait. La personne qui avait un chien était avec toi au lycée? Moi, j'étais au collège et lui était au lycée. Ouais. Ok. Donc, je savais que la fondation existait. Donc, il m'a dit que, voilà, on remettait des chiens guides à des enfants malvoyants ou non-voyants de 12 à 18 ans. Ouais, pour moi, je me dis, bah, ça n'existait pas déjà. Enfin, je veux dire, pourquoi il n'y en a qu'une seule et pourquoi une seule en Europe? Je me dis, bah, c'est quand même bizarre. Et je me suis renseignée, effectivement. Pour toi, c'était pas une exception en fait d'avoir un chien entre 12 à 18 ans. Tu avais pas envisagé que les écoles remettaient des chiens que à partir de 18 ans. Pour toi, c'était quelque chose de logique en fait. Oui, c'est ça. Enfin, je me dis que, en plus, en étant adolescent, enfin, je trouve que pour certaines personnes, c'était super utile. Quand je me suis rendu compte, je me suis dit, ben, c'est quand même quoi, on est assez fermé sur ce sujet. J'étais un peu quand même choquée parce que je me dis, pourquoi ils en remettent des adultes et pourquoi pas des enfants? Enfin, je veux dire, ça allait de soi. C'est quand tu es adolescente, tu portes aussi ce handicap. Et je dirais qu'il est même parfois plus dur de le porter en étant adolescent qu'en étant adulte. Voilà, je me suis renseignée, mais pour l'instant, en fait, ça allait pas plus loin. En seconde, j'en avais vraiment marre de la canne blanche. Puis j'étais assise dans le bus, puis un jour, je me dis, pourquoi j'ai pas un chien guide? Et j'ai commencé à me renseigner, à regarder des reportages, et je me suis dit, c'est ça que je veux. C'est vraiment ça que je veux. L'idée a émergé en novembre 2018. J'en ai parlé à mes parents en décembre, parce que ça a été compliqué pour moi. Je me suis dit, peut-être ils voudront pas, parce qu'on avait déjà 2 chiens à la maison. Je me suis dit, ça fera un chien de plus. Et est-ce que aussi j'en aurai les capacités de m'en occuper? Est-ce que j'y arriverai en fait, en fin de compte? C'est une grosse responsabilité quand on y réfléchit bien. En fait, c'est pas qu'un outil de travail. C'est vraiment un être vivant et il y a eu un mois en fait de réflexion avant d'en parler à mes parents. Oui, parce que contrairement à une canne blanche que entre guillemets tu peux plier, ranger dans ton sac, un chien, et ça me rappelle la pub de la Fédération française d'association de chiens guides qui avait fait ça à l'entrée des supermarchés. Tu le dégonfles pas et tu le mets pas dans ton sac, quoi. Il est là. Ouais, c'est ça. Et puis c'est une responsabilité, comme tu dis, en dehors d'un outil de guidage, c'est vraiment un lien, une présence, et c'est la responsabilité d'un être vivant surtout à tes côtés. C'est ça. Du coup, en décembre, j'en ai parlé à mes parents. On a longuement réfléchi parce qu'on devait peser le pour et les contre pour voir si vraiment si le chien il serait heureux chez moi. Donc en janvier, ma mère a pris la décision et a dit c'est bon, vas-y, on va faire la demande, puis on sera là pour t'aider, puis pour t'accompagner dans ce parcours. C'était une libération pour moi. Je fais, ah, enfin, j'ai attendu 2 mois quand même. Mais du coup, ils ont pas eu cette appréhension que tu craignais de rajouter un chien dans la famille. Vous avez beaucoup échangé là-dessus ou ça a été assez fluide pour eux et assez évident que ça pouvait t'apporter vraiment quelque chose? Bah, en fait, pour eux, ils pensaient que c'est eux qui allaient s'occuper du chien. Et ils ont dit, ça nous rajoute une charge en plus. Et j'aurais expliqué que, enfin, j'aurais fait voir, en tout cas, tout ce que j'avais regardé. J'aurais dit, maintenant, ça doit être aux bénéficiaires de s'en occuper. Et j'aurais expliqué que ça va être mon chien et que ça va pas être leur chien. Enfin, j'aurais expliqué qu'il y aura une différence entre mon chien et les chiens de la famille. Et ils ont été rassurés. Et puis voir aussi tout, en fait, l'accompagnement qu'il y avait derrière. Donc, ça les a vraiment rassurés, en fait. Donc, j'ai rempli mon dossier en janvier et je l'ai envoyé en février 2019. Et j'ai attendu pas très longtemps parce qu'en mars, la fondation m'a appelé et m'a dit bah écoute, si tu veux, tu peux venir en stage découverte mi-avril. C'est rapide quand même.
C'est vrai que c'est la première étape, on en avait parlé un petit peu, du coup, c'est le 3e épisode qu'on fait sur la fondation. J'en avais un peu parlé avec Bérénice dans l'épisode 28 et également avec Anaïs dans l'épisode 35, qui sont toutes les deux bénéficiaires d'un chien guide ici de la Fondation Frédéric Gaillane. Et la première étape, avant de savoir si vous souhaitez poursuivre, c'est vraiment de vous accueillir en fait directement à la Fondation, à l'Île-sur-Sorgue, justement pour voir et concrétiser un peu votre demande aux côtés de vrais chiens, quoi. C'est ça. Je me suis rendue le 25 et 26 avril 2019. Donc j'avais fait la route de nuit parce que du nord au sud, il y a quand même beaucoup de routes. Bah oui. Et donc je suis arrivée, on m'a présenté la fondation, l'équipe, et on nous a pas tout de suite présenté les chiens, même si c'était la chose qu'on attendait le plus. On était 2 dans mon stage découverte et on nous a présenté comment on va mettre un collier au chien. Et ensuite, on nous a présenté le harnais pour le toucher, pour pouvoir le voir visuellement, pour connaître déjà l'objet et pour pouvoir ensuite bien l'apprivoiser. Toute la matinée, ça a été vraiment des renseignements. Enfin, on a vraiment beaucoup parlé sur ce qu'est un chien, déjà, redéfinir enfin, vraiment ses besoins, etc., pour vraiment nous mettre en condition et nous dire, voilà, si vous voulez un chien guide, il aura besoin de ça, de ça, de ça. Après, nous expliquer la partie guidage, comment la sensation, les ordres qu'il faut donner, etc. Et aussi comment s'en occuper. Par exemple, comment lui donner à manger, comment lui faire ses besoins, etc. Et c'était vraiment une partie intéressante, même si c'était pas mon moment préféré, parce que le moment préféré, c'était la rencontre avec les chiens. Bah, c'est ce que tu attendais. C'est ça. Et en fin de matinée, donc on a fait déjà connaissance du parcours d'essence, qui est un parcours au sein de la fondation. Ça fait une mini-ville où on a des bruits sonores, on a vraiment différentes textures au niveau des sols. Des petits escaliers, des passages piétons, enfin tout ce qu'on peut retrouver dans un trajet, dans un condensé d'espace. C'est ça. On a fait le tour à la canne et après, à nous, on tient le harnais. Et en fait, on a l'éducateur devant qui tient le bout du harnais où normalement le chien a sa tête. On fait donc le chemin comme si qu'en fait on avait vraiment le chien, sauf que c'est l'éducateur en amont à donner les ordres au bon moment, etc. Puis se sentir à l'aise déjà, avoir pris le harnais en main et l'avoir entre guillemets essayé. Oui, c'est cette première étape où en fait, alors l'éducateur est pas dans le harnais pour le coup. Il ne prend pas la place du chien. Cependant, c'est lui qui tracte le harnais et qui te fait ressentir pour la première fois un peu ce lien que tu vas avoir avec le chien via le harnais. Et on arrive au chenil, que je m'installe et puis je vois plein de toutous tout contents. Je me dis oula, ils sont quand même gros quoi en fait, parce que j'avais déjà vu des labradors, mais jamais de Saint-Pierre. Je pensais pas que en fait, c'était aussi imposant, aussi gros, aussi. Enfin... gros nounours, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que à la maison, tu disais que tu avais 2 chiens. Pour le coup, c'est des races qui sont un peu différentes. Oui, mais j'avais un bichon, donc tout petit, et un dog de Bordeaux, gros chien quand même mastoc. J'ai déjà l'habitude des gros chiens. Mais pas un mélange des deux, un gros chien tout poilu. Donc, il nous présente les chiens. Et donc, j'en ai essayé plusieurs. Ce qui était marrant, c'est que vraiment, en fait, j'ai pu voir que chaque chien avait vraiment son caractère et sa vitesse de marche, etc. Et qu'il y en avait vraiment certains avec qui ça collait pas du tout. Par exemple, il y avait une femelle qui s'appelait Néron. C'était impossible. Nos 2 caractères correspondaient pas du tout. Je m'entendais pas avec elle s'entendait pas avec moi. Et en fait, pour moi, c'est normal après d'avoir un peu des idées reçues sur les chiens guides. Je connaissais pas très bien, mais pour moi, en fait, on attribuait un chien à n'importe qui. On donnait ce chien-là et c'est tout. Il n'y avait pas de recherche, de la création d'un binôme vraiment qui était sur la même longueur d'onde. De toute façon, lors de ce stage découverte, les chiens que tu as essayés, c'est pas les chiens qui vont être proposés pour la remise. L'objectif, c'est de découvrir. Oui, c'est ça. Mais c'est pas forcément ces chiens-là, si je me trompe pas, qui peuvent être derrière associés à toi en binôme à la fin du processus, on va dire. C'est ça. Après, du coup, nous, vu que c'était fin avril et qu'à l'époque, les classes étaient fin juillet, on avait les chiens qui allaient être mis en juillet. Dans tous les cas, j'aurais pas eu le chien. Donc, j'en ai essayé plusieurs et je me suis trouvée d'affinité pour Nemo, qui était mais alors très, très gros Saint-Pierre de 45 kilos. Oh là. C'était un sacré bonhomme. Et il avait les yeux verrons, donc il y avait un œil marron et un œil bleu. Je trouvais ça trop mignon. Puis il était adorable. Il était très calme, très câlin. Bon, il aimait beaucoup manger. C'était vraiment une première expérience, en tout cas avec un chien qui était la meilleure expérience que je pouvais avoir en fait. C'était un très bon chien.
Et à la fin donc de ce stage découverte qui dure 2 jours, la fondation m'a dit bon voilà, si tu veux continuer l'aventure, on peut te proposer de venir en pré-classe. Moi j'ai fait mais bien sûr, moi j'ai testé le chien guide une fois, je m'arrête pas quoi, je veux dire. Pour moi c'était évident en fait d'en avoir un. La pré-classe, c'était quand pour toi? Du coup en octobre 2019, donc j'ai pas attendu longtemps, quelques mois. Donc, c'était une pré-classe d'une semaine pendant les vacances scolaires. Et là, vraiment, on va vraiment nous évaluer, entre guillemets, sur comment on se comporte, en tout cas en autonomie, enfin, comment on se gère nous-mêmes, comment on va gérer le chien au quotidien. Pendant 2 jours, on nous apprend, mais ça suffit pas pour savoir comment on gère, on va gérer le chien. C'était vraiment, en fait, comme une évaluation pour savoir si on est vraiment apte à avoir un chien guide. Du coup, je suis arrivée et on était 5-6, je crois. On était 2 Françaises, je crois, un Belge et 2 Italiens. D'accord. Parce qu'en fait, il y a une ancienne bénéficiaire qui était venue avec son chien parce qu'elle avait des difficultés. Donc, on a pu déjà voir le lien toutes les deux et c'était vraiment beau. Je trouvais ça vraiment super fusionnel. Je me suis dit, je veux parler avec mon chien. Donc, ça m'a motivée encore plus. On nous a refait un récap du coup de ce qui est le chien guide, les différents ordres, le harnais, etc. Enfin, le récap qu'on avait eu en stage découverte. Donc là, on a été voir les chiens. Et là, ils nous ont dit, enfin, il n'y aura pas de plusieurs chiens que vous allez essayer. On va vous attribuer un chien. Et le but, c'est de voir aussi le caractère du chien et puis de un peu s'adapter à lui. Parce qu'en fait, au cours de l'après-classe, pendant 2 jours et demi, on aura un chien. Et 2 jours et demi, on aura un autre chien pour vraiment vivre avec d'autres caractères, tout type de chien. Donc, j'ai eu Loft, qui était un Saint-Pierre aussi, donc mes 3 premiers jours, et qui était un chien avec un caractère assez particulier, mais qui collait bien avec le mien. En fait, il n'a pas été remis en tant que chien guide, parce que justement, il a du mal à faire confiance aux autres. Ouais, c'est rigolo parce que je me souviens que Bérénice, dans l'épisode 28, nous avait aussi parlé du fait qu'elle avait testé Loft. Donc vous avez testé le même chien, mais qui est toujours un chien que vous testez et qui est pas forcément remis comme tu viens de nous le dire. C'est ça, c'est des chiens de démonstration. On a tissé un lien, lui et moi, qui était très fort, puisque en fait, on avait à peu près les mêmes caractères. Ce qui m'a marqué, c'est que on a dû changer de chien donc le mercredi. Donc je suis passée sur Mousse, qui était un Saint-Pierre aussi, une femelle. Et en fait, au moment où on revenait justement des sorties en ville, où on testait les chiens en milieu réel, quand l'éducateur a dit à l'enfant d'appeler Loft, il l'a appelé, mais Loft est venu à mes pieds, il s'est assis à mes pieds. J'ai dit, mais c'est pas moi qui t'ai appelé. Pendant toute la pré-classe, il n'a pas arrêté de me regarder et l'éducateur me l'a fait remarquer et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. C'était un super chien, on avait créé un lien super fort, lui et moi. Enfin, c'était vraiment un bon chien. Comparé à Mousse, où j'ai eu un petit peu plus de mal. Vraiment appréhender un peu les inconvénients du chien guide, parce qu'en fait, elle était un peu malade. Elle a fait ses besoins dans la chambre et elle allait vraiment pas bien. Donc l'éducateur m'a dit, voilà, je vais ramasser, mais il faut que tu apprennes à la rassurer, à être à ses côtés. Elle était vraiment malade, elle avait une petite gastro, en soi rien de grave, mais elle avait besoin de ce émotionnel. Et j'ai dû apprendre à la calmer, la rassurer, sachant que c'était une chienne très stressée. En fait, ça m'a permis de comprendre que ouais, le chien, c'est un peu aussi comme un humain. Il a besoin de se sentir rassuré, il a besoin de contact, il a besoin de câlins, il a besoin encore plus, parce que c'est vrai qu'avec je lui en faisais, mais c'était pas pareil. Il restait quand même distant. Donc je me dis qu'il n'y avait pas besoin de plus que ça. Et j'ai remarqué qu'en fait, chaque chien est différent. Que justement, elle avait besoin de plus de soutien, plus de câlins. Et ça m'a appris un peu à développer ce côté affectif, en fait. Et du coup, dans l'histoire, tu as rencontré ton Odor à quel moment? Alors, Odor, je l'ai rencontré en pré-classe. En fait, j'étais avec Théo, donc, qui était un aussi futur bénéficiaire. Et en fait, on avait les chiens en éducation qui étaient au chenil. Et on nous a dit les prénoms. Je sais pas pourquoi, mais le prénom d'Odor m'est resté. Et je l'appelais de loin. Et en fait, il commençait à se mettre debout sur ses pattes, à commencer à pleurer. Et ça m'a marqué. Ça a été le premier, en tout cas, la première, entre guillemets, rencontre avec Odor. Après l'après-classe, tu rentres chez toi
tu reviens pour la classe. Là, Odor t'a été proposé? Alors, avant la classe de remise, il y a un salarié de la fondation qui est venu chez moi pour voir l'environnement, pour voir mes trajets, pour voir si le chien serait, si ma cour, ma chambre est adaptée à ses besoins, pour parler avec mes parents directement sur le lieu de vie. Enfin, vraiment pour aussi un test avant la remise. Donc, elle a dit, bon, ben voilà, on verra si tu seras pris en classe de remise. Donc, il y a eu le confinement. Et oui. Et je me suis dit, là, c'est mort. Il n'y aura pas de classe de remise. Pour moi, je me dis, c'est pas possible. J'étais triste, vraiment triste. Donc, juste après le confinement, il y a Chantal, donc la responsable du pôle enfant, qui m'appelle et qui me dit, bon alors, tu viens en classe? Moi, je fais, mais bien sûr. Donc, ça a commencé comme ça. En juillet 2020, j'arrive en classe de remise. J'étais stressée. J'avais la boule au ventre parce que je me suis dit, ça y est, tu vas enfin avoir ton chien. Je savais pas qui ça pouvait être. On m'avait déjà fait un petit brief sur les noms des chiens, mais j'en savais pas plus. Avec ma mère, on en avait beaucoup parlé et ma mère dit, moi, je te dis, soit c'est Odor, soit c'est Olaf. Je me suis dit, bah, c'est vrai que j'avais un petit coup de cœur pour Olaf parce que c'était vraiment un gros nounours. Un gros nounours de 40 kilos. Il y avait des grosses pattes. Enfin, il y avait une grosse tache blanche. Il était tout doux. C'était vraiment un de mes coups de cœur, mais j'avais pas rencontré encore en vrai, en fait. Donc, Oui, tu avais juste vu un peu en photo, quoi. c'est ça. Donc, le premier chien qu'on me fait essayer en classe de remise, c'était Odor. On me l'a donné. Il s'est couché à côté de moi. Il a pas bougé. Pas un regard ni rien. Je me suis dit, bon, ça commence bien. Donc, le premier exercice, c'était de marcher avec le chien en laisse simple et lui donner des ordres du type assis, couché, reste. Donc, il marchait à ma vitesse. Et en fait, dès que je lui disais assis, c'était pour lui instantané. Il répondait tout de suite et il était à l'écoute et il me regardait en fait avec des yeux. Je ne sais pas si c'était rempli d'amour, mais en tout cas, il était vachement à l'écoute. C'était instantané en fait. Des fois, il anticipait avant que je dise. Et juste avec le geste, il me répondait en fait. Et je me dis, waouh, ah ouais, quand même, c'est fort. Ouais. Malgré qu'on n'avait pas ce feeling au niveau caractère, je sentais qu'il y avait quelque chose, il avait un truc en plus, mais je savais pas quoi, je savais pas comment le décrire parce qu'en fait après quand il faisait les exercices avec les deux autres bénéficiaires, mais il prenait plus de temps, il était plus mou, je sais pas en fait, je saurais pas expliquer, mais il y a vraiment eu quelque chose en fait. Là, vous avez eu une connexion entre vous qui faisait il était au taquet, quoi. C'est ça. Et donc j'ai essayé deux autres chiennes qui étaient des femelles. Donc j'avais essayé One qui elle je la trouvais très très douce et en fait le souci c'est qu'elle avait un peu une appréhension du harnais et elle avait peur de le mettre et j'ai dit à l'éducateur je veux pas la forcer. J'ai vraiment dit je veux pas la forcer à me guider ni rien donc au final d'ailleurs cette chienne a été réformée mais elle était vraiment très très douce, très calme et avec elle j'avais eu un petit coup de cœur mais niveau émotionnellement parlant en fait. Et ensuite j'avais testé Onyx qui elle marchait trop vite, était speed, aboyait tout le temps, enfin vraiment c'était aucune connexion, hein. Alors elle pas possible. Et donc à la fin de cette journée on les avait testés aussi au harnais dans le chenil et odeur, toujours aucun problème. Enfin, il m'obéissait au doigt et à l'œil, mais par contre, en dehors du harnais, il restait allongé et il me jetait aucun regard. Donc, c'était un peu compliqué, mais à la fin de la journée, l'éducateur nous dit, voilà, c'est quel chien vous avez préféré? Et moi, je dis, bah, c'est Odor, clairement, clairement Odor. Et le mardi, donc, on continue à essayer les chiens. Et cette fois-ci, c'était en situation réelle. Et donc, j'avais testé Onyx. Et après, on m'a fait tester Obi-Wan, qui était le frère de Hodor, qui lui c'était un très bon chien aussi. Mais j'avais pas, en fait, il me manquait ce truc que je ne saurais pas définir, en fait, que j'avais avec Hodor et que j'avais pas avec Obi-Wan. Et j'arrivais pas, en fait, à mettre les mots dessus. Il y avait vraiment quelque chose entre nous deux. Et quand je l'ai essayé donc en dernier, même s'il était un peu fatigué dû à la chaleur et puis qu'il avait déjà fait le trajet avec les autres bénéficiaires,
je sentais en fait justement ce truc qu'il y avait. Et vraiment, était très à l'écoute, il faisait très attention. Le moindre petit papier qui traînait, il me l'évitait pour pas que je marche sur le papier. Enfin, vraiment, il y avait quelque Très... chose. Ouais, très précautionneux, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc on arrive au fameux jour. Donc, parce que pendant 2 jours et demi à peu près, on va tester des chiens pour qu'après les éducateurs fassent leur pronostic, parce que c'est pas nous qui choisissons avec quel chien on va terminer, mais c'est les éducateurs vraiment qui vont évaluer en fonction du caractère, de la vitesse de marche, enfin, Mhm. du rythme de vie, pour justement que aussi le chien se sente épanoui dans son travail de chien guide, puis pour permettre d'avoir le lien le plus soudé possible. Mhm. Et on arrive à ce fameux jour, c'était un après-midi, j'étais assise, donc Céline, l'éducatrice, nous fait un petit speech, enfin, pour bien nous faire attendre. Elle me dit, bon bah voilà Marine, tu peux appeler Odor. Donc j'ai appelé Odor et bizarrement, il était super heureux, alors que d'habitude il se couchait juste. Et là il m'a fait la fête, et comme si qu'il avait compris en fait. Mhm. J'ai vraiment senti comme ça, comme si qu'il avait compris qu'il allait faire son petit bout de chemin avec moi. Et c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à créer un lien tous les deux. Donc ça, c'était il y a quasiment 2 ans maintenant. C'est Et ça, ça va faire. ça va faire 2 ans, ouais, début juillet. Qu'est-ce que tu as appris ou que tu as découvert dans cette aventure auprès des chiens guides que tu envisageais pas du tout en fait avant d'avoir Odor, qui a été un peu le bonus? Ce que j'ai découvert, je dirais, c'est vraiment le bonheur de vivre avec son chien, entre guillemets, au quotidien. Enfin, vraiment, pour moi, m'en occuper en dehors du fait de son travail de guidage, c'était un pur plaisir. Même ramasser son caca du matin, c'était pas un problème pour moi. Et vraiment, cette découverte, en fait, de tout ce que le chien apporte en dehors du guidage, je l'imaginais pas, en fait, aussi fort que ça, en fait. Souvent, les gens me demandent, je leur dis, en fait, si vous l'avez pas vécu, vous pouvez pas imaginer tout ce que ça apporte. Enfin, vous pouvez imaginer en soi avec votre chien de compagnie, mais je trouve que ça va encore plus loin que ça, en fait. On est 24 heures sur 24 ensemble. Il y a vraiment un lien très, très fusionnel qui se fait. Mhm. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et qui a été super fort entre nous deux. Et justement, parmi tout ce que vous avez vécu là en 2 ans, alors on remettra un petit peu des photos sur le site futureshienguide.fr, mais est-ce qu'il y a un moment où tu as été bluffé par Odor et pour le coup qui reste un vrai moment marquant? Le moment où j'étais bluffée d'Odor, c'était vraiment, en fait, comment dire, sa capacité. En fait, il a une très grande intelligence. La fondation me l'a fait remarquer. Il est très malin. Et en fait, c'était donc juste après la classe de remise, justement, mes grands-parents étaient venus et il y avait un bout de pain sur la table que Odor avait volé. Donc, quand je m'en suis rendu compte, je l'ai repris, enfin, gentiment, j'ai dit non, on fait pas ça, etc. Et donc, j'avais oublié le bout de pain dans la cour. J'y pensais plus. Et en fait, le Mhm. soir, Odor est revenu avec ce même bout de pain. Il l'a mis au niveau de mes pieds et il s'est assis à côté pour dire, tu vois, le bout de pain, il était là, je l'ai pas mangé, mais je te le ramène. Comme pour s'excuser, et j'ai trouvé ça adorable. Oui, pourtant ça faisait très peu de temps que vous étiez ensemble en binôme. C'est ça. J'avais là vraiment l'impression en fait qu'il me comprenait. Des fois, j'ai même pas besoin de lui parler et il comprend direct. D'ailleurs, il me regarde là, à l'instant où je parle, mais ça, c'est vraiment un chien avec enfin, une intelligence incroyable et j'imaginais pas justement qu'il pourrait en fait me comprendre autant, même si on parle pas le même langage et qu'on n'est pas de la même espèce. J'ai l'impression que je le connais depuis toujours en fait. Mhm. Et en dehors de la rencontre que tu as fait avec Odor, qui à mon avis est une des plus belles rencontres de ta vie, est-ce que tu as fait d'autres rencontres assez exceptionnelles que tu n'aurais jamais fait si tu n'avais pas été dans ce monde des chiens guides? Je dirais la rencontre déjà d'autres bénéficiaires de la même région que moi, Mhm. Romane, qui est accompagnée de Nitro depuis maintenant 3 ans à peu près, et avec qui on a créé un lien fort, et puis on échange souvent sur nos chiens, et puis on va se rencontrer. Et justement, je pense que si je serais pas rentrée dans cet univers-là, je vais pas côtoyer des personnes qui aussi justement enfin, partagent le même bonheur que moi, et en parler avec eux, c'est vraiment incroyable. On se comprend direct, en fait. Mhm.
Oui, parce que tu partages du coup le fait d'avoir un binôme très fusionnel comme ça, d'avoir un chien à toi qui est autant un chien qui t'aide dans le guidage, mais aussi qui t'apporte énormément de choses en dehors. C'est vrai que c'est pas facile d'en discuter avec des gens qui n'ont pas connu tout ça, quoi. C'est ça. Puis si je devais citer une autre rencontre aussi, je pense que ça paraît évident, mais c'est la famille d'accueil de Odor. Et en fait, pendant la classe de remise, sur la dernière semaine à peu près, je les ai rencontrés. Et en fait, on fait une rencontre sans le chien pour le début, pour que d'abord ils apprennent à me connaître. Et c'est vraiment une famille incroyable. Et ils m'expliquaient qu'en fait, avant Odor, ils avaient eu Ninja, qui est un Saint-Pierre, mais de couleur roux. Et il m'expliquait que voilà, lui a été réformé et que Odor, c'était leur premier chien guide qui arrive au bout de sa formation, en fait. Hmm. Pour elle, elle était tellement submergée d'émotions qu'elle a pleuré et je trouvais ça beau. Et ils m'ont expliqué aussi comment Odor était quand il était petit, ses petites bêtises. Enfin, vraiment, on parlait. En fait, c'est comme si ils me transmettaient un peu leur bébé. Et elle me disait, je pleure pas parce que je suis triste, mais je pleure parce que je suis fière de ce qu'il est devenu. Hmm. Elle dit, c'est l'un des plus beaux jours c'est un des plus beaux jours de sa vie. Puis c'est l'aboutissement en fait d'un travail sur 2 ans. Et elle est vraiment fière de lui et de tout ce qu'il a réussi. Oui, et puis de tout ce que vous allez pouvoir encore faire ensemble, parce que l'aventure s'arrête pas là. Malgré tout, est-ce que tu as un pire et un meilleur moment que tu as vécu avec Odor? Alors des meilleurs, je pense qu'il y en a plusieurs, mais côté du pire, est-ce qu'il y a eu un moment plus difficile? L'un des pires moments, ça a été, je pense, à la rentrée en terminale, donc ma première rentrée avec Odor. Et ce qui s'est passé, c'est que Odor a découvert, en tant que chien très malin, que l'école c'était ennuyeux et que rester à la maison c'était mieux. Et il ne voulait plus travailler. Il faisait vraiment n'importe quoi. En fait, des fois, il me faisait traverser à des endroits que je ne lui avais pas demandé. Enfin, il me mettait en fait vraiment en danger. Et je sentais qu'il y avait un peu un mal-être du côté de Odor. Il faisait un peu son rebelle, quoi. Oui, c'est ça. Et j'ai eu peur en fait enfin, j'ai fait appel à l'éducateur. J'ai eu vraiment peur enfin, que vraiment l'éducateur a dit si ça continue comme ça, va falloir enfin, il me l'a pas dit comme ça, mais il y avait une chance qu'en fait qu'il reparte en éducation pour qu'après on me le remette. Mais Hmm. et en fait c'était vraiment dangereux, il me mettait en danger. Et au final, en fait, je lui ai juste fait comprendre que l'école ça pouvait être agréable aussi, que voilà, il n'y avait pas que des moments en fait, parce ce que Odor déteste, enfin ce qu'il détestait à l'époque, c'est rester allongé et rien faire. Il Hmm. disait en fait tellement que est malin, il peut pas faire rester sans rien faire, pour lui c'est pas pensable. Hmm. Il s'ennuie, il se laisse vite. Mais au final, bon, maintenant, ça le dérange plus de dormir en classe, hein. D'ailleurs, il ne demande que ça. Mais en fait, je pense que vu qu'il était encore assez jeune, il avait besoin d'être stimulé tout le temps. Vu que tout au long de son éducation, en fait, il faisait son travail de chien guide tous les jours. Même s'il le faisait tous les jours, c'était moins, en fait, moins, comment dire. C'est moins intense. Oui, c'est ça. Et je pense que ça lui manquait un peu. Mais au final, bon, ça s'est apaisé. Et puis maintenant, il adore venir à l'école. Donc, il y a pas de souci. Hmm. Et dans les meilleurs moments, du coup? Dans les meilleurs moments, c'est compliqué à choisir parce qu'il y en a tellement. Mais si je devais citer, c'était pendant les portes ouvertes en 2021, parce qu'en 2020, ça n'a pas pu être fait à cause de la Covid. Mhm. Odor a toujours eu du mal un peu avec quand il croise des autres chiens dans la rue ou alors il est vite distrait. Et j'étais surprise parce que en fait pendant justement tout ce week-end, ça a été un chien exemplaire. Il est resté droit dans ses pattes. Quand il y avait d'autres chiens qui aboyaient, il n'aboyait pas. Et vraiment, en fait, il faisait preuve de fierté. Et je ressentais vraiment cette fierté quand on était sur scène et puis que Odor m'a été remis. Il était droit, il était fier, comme si que pour lui c'était, il avait eu un trophée du meilleur chien guide. Ouais, j'étais assez étonnée de lui. Mhm.
Et puis depuis, vous avez quand même fait pas mal de choses. Tout ça, tu le racontes un petit peu sur Instagram. Tu peux nous redonner ton compte, comme ça on pourra le suivre. Oui, bien sûr. Du coup, je partage mes aventures au quotidien avec Odor sur mon compte Instagram, donc Odor, ODOR-INE, où vraiment on va partager nos aventures, notre quotidien, parce que en fait, je faisais beaucoup de photos de Odor. Je pense que comme tout propriétaire de chien, on peut pas s'en empêcher. J'avais envie en fait de partager ça avec d'autres personnes, et je trouvais que il y a vraiment peu de comptes en fait de bénéficiaires qui vont vraiment parler de leur aventure de chien guide. C'est vrai que des comptes avec des familles d'accueil, on en a pas mal, des comptes sur les associations de chien guide aussi. Je trouvais que les bénéficiaires, il y en avait encore trop peu, que justement les gens avaient pas en fait, ils avaient la moitié, enfin le début de la vie du chien guide, mais ils n'avaient pas la suite. Et je me dis, bah, c'est dommage, ils connaissent pas, en fait, en fin de compte, ce qu'apporte le chien guide vraiment au quotidien, chez une déficiente visuelle. Et c'est ce qui m'a motivée. Et puis, aujourd'hui, ben, maintenant, il adore prendre des photos. Chaque fois, il sait qu'on va prendre des photos, il fait sa meilleure pose, et puis, ben voilà. Et puis du coup, on y voit les autres chiens de famille, entre guillemets. On y retrouve souvent Bruce. Bruce, pour le coup, est aussi une star du compte. Et puis, depuis quelque temps, tu nous parles un petit peu aussi de ta vie un peu plus personnelle. Tu as fait plusieurs parties d'interviews avec ton copain. Et puis, tu nous expliques un petit peu ta vie, puisque tu es plus chez tes parents, de fait. Comment tu as pris ton autonomie, etc. Donc, c'est en tout cas très intéressant. Je vous encourage à aller suivre. Donc, le compte de Marine, c'est Odor-IN. Donc, ça fait Odorine avec le tiret au milieu. Puis j'ai vu depuis très récemment que tu étais ambassadrice pour la WooFrun. Donc on va largement suivre ça aussi et bah ça n'augure que de très belles aventures qui te restent à vivre avec Odor. C'est ça. Puis je trouvais ça normal, je trouvais ça important d'en parler sur les réseaux de tous ces changements, et puis de voir aussi, c'est vrai que la prise d'indépendance a été un gros changement dans ma vie, mais aussi dans celle de Odor. On n'est plus à la maison, c'est un appartement, il faut sortir pour faire ses besoins, il peut pas y aller quand il veut, il y a plus son copain. Mais il y a aussi l'arrivée de Mathis, qui a fait un énorme changement dans la vie d'Odor, parce que, en fait, on a tellement une relation forte que Odor est un peu possessif. Et à partir du moment où Mathis est rentré dans ma vie, donc en septembre, Odor a eu du mal un peu à digérer le fait que il y ait un autre garçon et qu'il n'y a pas que lui qui a le droit d'être. Donc la relation exclusive que tu avais jusqu'alors avec Odor, il a dû te partager avec Mathis, et puis Mathis, je crois, te partage aussi avec Odor. J'imagine que ça va dans les deux sens. C'est ça va dans les deux sens. Et puis le fait aussi que maintenant on est en appartement, on est en colocation tous les trois, ils ont appris aussi tous les deux à se connaître, et puis il y a des habitudes, vraiment à se caler tous les deux à chacun à leur rythme de vie, parce que c'est vrai que moi j'ai l'habitude de certaines choses que Odor fait au quotidien qui ne me dérangent pas. Parce que Mathis, ça l'a dérangé un peu au début, ce qui est normal parce qu'il connaissait pas encore la vie avec Odor. Et au fil des jours, ils ont appris tous les deux à s'adapter, puis à se connaître. Et puis maintenant, ils ont créé une relation aussi plus forte, même si, bon, ils me préfèrent, mais Ils sont chacun là pour toi, mais ils te côtoient toi, mais au final, vous formez un joli trio. Même si Odor reste ton chien, Mathis ton copain, mais au final, vous vivez tous les trois, quoi. c'est ça. Ok, bah écoute, sur ces belles paroles, je pense qu'on peut te souhaiter que le meilleur pour la suite, de te suivre du coup sur ton compte Instagram, et puis bah on a hâte de voir les nouvelles photos de Odor, qui est, je l'avoue, très très photogénique quand même. J'en mettrai pas mal aussi sur le blog, mais en tout cas très très bonne continuation à toi, et puis à très bientôt. Et ben merci, à très bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Marine d'avoir tout de suite accepté mon invitation, même si nous avons mis quelques mois avant d'enregistrer finalement cet épisode. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futureshienguide.fr des photos de Marine et d'Odor, et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur Instagram ou Facebook, c'est toujours un plaisir de savoir ce que vous avez appris à l'écoute de ces épisodes. Alors, à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.